Mais au niveau personnel, il disait, maman, je me sens pas bien, je me sens robotisée. Et parfois, quand j'ai sous l'effet de médicaments, je tombe de voix dans ma tête qui me dit des choses. Soyez tous bienvenus à encore un épisode do Parentcast avec la collaboration du studio Vanessa Ota et Gringa Bijou. Ça, c'est un podcast sans tabou et sans U. Et pour cet épisode très spécial et touchant pour nous, on a réussi à enlever quelqu'un de derrière les caméras. Elle est toujours là avec nous depuis, je ne sais pas, le 12e épisode du Parentcast. Elle est là. Depuis le début, oui. Depuis tous les débuts, mais elle restait toujours derrière les caméras. Et derrière les caméras, je peux vous assurer qu'il y a des histoires très touchantes et incroyables. Et ça, c'est l'histoire de notre invitée d'aujourd'hui. Elle est un enfant atypique. Tu veux la présenter? Oui, moi je vous présente Sarah. Sarah, je suis très contente d'être accueillie aujourd'hui. Sarah, c'est la fondatrice, la créatrice de Gringa Bijou, notre sponsor, et c'est ça qui nous fait toute belle hein, chaque fois. Et aussi que também, chaque fois aussi les cadeaux. Et pour nous, les cadeaux aujourd'hui, c'est ta voix ici, c'est le moment de partage avec nous. Mais j'ai une petite surprise. Je sais que chaque fois, l'invité arrive toujours avec un petit sac, un cadeau. Aujourd'hui, on va faire différent. Ça, je ne m'attendais pas. Ça, tu nous as appris, hein? Ça, c'est déjà la nouvelle collection printemps-été 2026. J'adore parce que les mêmes... Oui. On va dire très beau. C'est complémentaire. Oui, c'est très, très beau. Je vais mettre déjà. Hein. Oui, moi aussi. Faut tirer de deux côtés comme ça. Tu peux ajuster la taille de poignet. Oui. Merci. Voilà. Ça, c'était vraiment c'est très surprise. beau, très estival. C'est en acier inoxydable, plaqué en or, 18 carats. Oui, ça, j'ai déjà vu plusieurs fois. Hein. La qualité de la pièce Gringa Bijou, je n'ai pas besoin de vous rappeler que c'est des pièces toujours de bonne qualité, puis qu'on peut utiliser, on peut aller à la piscine, on peut aller à la mer, et puis elles sont toujours intactes. Oui, donc ça, franchement, c'est signé pour nous, pour Parentcast, la qualité de Gringa Bijou. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai des papillons dans l'estomac. C'est très difficile de sortir derrière la caméra et être devant. Donc, mais on y va. Et ça, est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu ton histoire? Nous, quasiment, on était touchés parce que quand tu nous racontais tout ce que tu as fait par rapport à partir du diagnostic, tous les changements que tu as fait dans ta famille, dans ton environnement, est-ce que tu arrives à partager un petit peu ton histoire avec nous? Alors, je vais revenir un peu en arrière. Je suis brésilienne, mais j'ai vécu presque 10 ans au Portugal. Donc là-bas, j'ai connu mon mari, nous sommes mariés là-bas et le premier fils est né là-bas. Donc, à l'âge d'une année, il a commencé à aller à la garderie parce que j'ai recommencé mon activité de travail. Mais tout au début, j'ai vu qu'il avait quelque chose de différent. Quand il a commencé à être assis vers 6 mois, 7 mois, il faisait des mouvements répétitifs, il faisait pas la panse, il avait des restrictions pour certains aliments. Je parlais ça avec la pédiatre, mais non, vous inquiétez pas, maman. On pense toujours que notre enfant c'est différent, ça va très bien, le développement c'est nickel. Qu'est-ce que vous voyez de différent à la maison? Je dis, mais je remarque ça. Non, c'est tout à fait normal. On va de temps en temps, chaque contrôle, on va parler de ça, mais pour moi, c'est tout à fait normal. Et ça persistait. Je vois que son premier mot, c'était non. Il était un enfant difficile au niveau des mètres de chaussures. Il avait des restrictions au niveau des bruits et tout ça. Et chaque fois, pour le contrôle, je disais à la pédiatre, je trouve qu'il a quelque chose. Non, tout va bien. Il a commencé à l'école. Et pour moi, c'était une surprise parce que j'ai demandé aussi à les enseignantes comment ça se passe le développement et c'était super bien. Au niveau des paroles, il avait une petite retard, mais c'était tout à fait normal parce que moi, je parle portugais du Brésil, mon mari portugais du Portugal, mais pour mon enfant, je pense que Amanda peut parler mieux de ça. Pour les oreilles, c'est comme deux langues différentes, c'est deux sons. Donc,
c'est normal d'avoir un petit retard. Mais au niveau social, c'était un enfant très heureux, il jouait bien, c'était OK avec les camarades. Mais voilà, des petites choses qu'on voyait que c'est pas normal. Ça, j'avais tout ça dans mon corps. On a vécu là-bas jusqu'à son 4e anniversaire. Et après, mon mari, il a eu une transférence. Donc, nous sommes déménagés en Belgique. Et en Belgique, la cata a commencé. Donc, notre parcours, c'était plutôt en Belgique qu'on a commencé à faire des diagnostics. Et les choses ont commencé à frapper la tête. Moi, j'aimerais juste faire une petite parenthèse par rapport à ton partage pour des choses. Là que tu as dit par rapport les enfants qu'on appelle multilingues, parce qu'ici, nous, on habite en Suisse, c'est déjà des bases. Par exemple, un maman qui vient de la Suisse française, romande, et un papa qui vient de la Suisse alémanique. Là, c'est normal d'avoir le français et l'allemand. Ça a déjà des bases, la Suisse, comme il y a 4 langues officielles. C'est déjà, facilement, on trouve les enfants bilingues. Et là, si on prend nous exemples, qu'il y a encore les portugais. Par exemple, si je prends l'exemple de ma belle-fille, elle a le portugais du Brésil, italien de son beau-père, le papa qui parle français, maman qui parle anglais, c'est 4 langues. Comme ça, c'est les enfants multilingues. C'est attendu à avoir un retard de langage. Et ça, il faut beaucoup de patience en tout cas, maman. Et plus important, c'est chaque parent parler sa langue maternelle. Comme ça sera une référence, un guide pour l'enfant dans cette langue. Mais il faut avoir beaucoup de patience dans ce schéma. Moi, j'ai vécu ça aussi avec elle et à un moment donné, ça déclenche toute seule. Mais c'est vrai que ça prend plus de temps. Par contre, une chose que je trouve très importante et je trouve que pour moi, c'est comme un drapeau rouge pour nous, les pédiatres, pour nous, les soignants et aussi les enseignants, c'est que malheureusement, il faut vraiment avoir attention avec les mamans des premiers enfants. Parce que parfois, on peut entrer dans ces jugements, genre, c'est une maman d'un premier enfant, c'est son premier enfant de cette maman, c'est normal, elle est panique, elle est angoissée. Et en fait, une chose que moi, j'aime bien dire à mes patients, c'est que nous, par exemple, quand on va à une consultation, on va environ entre 15 minutes à 45 minutes. C'est vraiment une petite coupure de la journée. Une maman, elle est là avec l'enfant tout le temps, toute la journée. Et en fait, c'est la maman, c'est le feeling. Bien sûr, quand c'est notre premier enfant, tout nous, on a passé pour ça. Nous sommes plus angoissés. Ça, c'est connu. Mais il faut quand même, nous, les pédiatres, avoir cette feeling, cette, comment dire, sensibilité pour dire, mais là, quand même, c'est vrai que c'est pas que l'angoisse de la maman. Il y a aussi quelque chose. C'est vrai qu'au niveau de la parole, on voit que c'est différent. Et je pense qu'il faut toujours, ça c'est un chemin, il y a des réflexions que nous, en tant que soignants, on a toujours fait. Et je trouve que c'est bien ton partage. Au Portugal, par exemple, quand il changeait la taille de chaussures, il n'acceptait pas les nouvelles chaussures. Pour moi, c'était déjà un drapeau, mais pourquoi? Quel est le problème? Donc, pour éviter les situations difficiles, donc on a changé les chaussures, on achetait toutes les tailles, la même couleur exactement, pas avoir des changements dans sa vie, parce que dès qu'il voyait que c'est une couleur différente, non, je n'accepte pas, je veux pas, il avait vraiment des restrictions à ce point-là. D'accord. Lui, c'était ton premier enfant, Sarah? Premier enfant. D'accord. J'avais 26 ans. Oui. Donc voilà, on est très jeune, j'étais dans un pays qui c'est pas le mien, donc voilà, on accepte, on pense aussi, aujourd'hui je pense différemment, mais à cette époque là-bas, le pédiatre a dit, il est le Dieu, il connaît, on accepte. Oui. Donc j'ai jamais osé questionner, dit non, je vais chercher un deuxième avis. Donc j'ai jamais fait ça, j'ai accepté, j'ai dit ok, peut-être c'est moi qui panique. Non, mais j'aimerais retourner aussi sur l'histoire de la langage parce que moi aussi, je suis maman d'un enfant qui est neurotypique. Et Anthony aussi, comme tous les enfants, je pense que tous les enfants qui sont en Suisse, les miens aussi, il avait le portugais, français, italien dans la maison. Donc, il y a eu cet retard de langage. Mais moi, ça m'inquiétait énormément quand ça arrivait vers 3 ans et demi, presque 4. Moi, je comprenais qu'est-ce qu'il voulait me parler parce que voilà, tu es avec ton enfant tous les jours, donc s'il met des mots que ça correspond pas à les livres, mais il dit une autre chose, il dit boubou ou tata, tu sais que c'est le livre, que c'est la lolette, tu sais.
Mais ça me dérangeait quand il allait jouer avec les autres enfants, que les enfants ils ne les comprenaient pas. Et moi, à travers mes recherches, moi, j'ai dit, moi, je vais aller chercher un logopédiste. Et puis, je l'ai mis à la logopédiste. À l'époque, il y a eu des gens qui sont m'a dit, et sa pédiatre elle a dit à l'époque, et moi, j'ai été en train de me précipiter parce que c'était normal, c'était retard de langage. Aujourd'hui, on sait qu'à cause de ça, on a avancé énormément par rapport à tous ces problèmes. Parce que lui, il a le TDAH, hyperactivité, et puis il a la dysphasie. Donc la logopédie, ça l'a aidé énormément dans la dysphasie. Et ça, maintenant, il vit avec la dysphasie. Pour lui, c'est une chose normale dans sa vie. Mais s'il n'avait pas fait la logopédie, si moi, je n'avais pas mis l'accent là-dessus et puis insister avec les professionnels, alors ça pourrait encore provoquer des retards. Maintenant qu'il a 14 ans, il pouvait avoir encore des retards. Et puis même maintenant, des fois, il change un peu les lettres comme ça. Mais c'est un peu normal. Donc, c'est compliqué, comme moi, comme toi, c'était mon premier enfant, c'est compliqué de confronter les pédiatres. Parce que, comme on t'a dit, alors on a cette impression des les pédiatres, et lui, il a raison, il sait qu'est-ce qu'il est en train de faire. Mais une chose qu'on dit beaucoup avec Amanda, c'est que la maman et le papa, c'est les deux personnes qui sont plus avec l'enfant. Les pédiatres, ils voient cet enfant pendant la première enfance, une fois par mois, pendant 15 minutes, 30 minutes. Et puis nous, on est avec cet enfant tous les jours. Ouais, là, qu'est-ce que j'aimerais, juste pour clarifier pour ceux qui sont en train de nous écouter, c'est vraiment comment, après, on va revenir à ton histoire, mais être active, parce que, voilà, parfois, on hésite beaucoup de parler avec le pédiatre. Après, c'est dommage de notre côté, parce que je trouve aussi, si les parents, ils hésitent, parfois, il y a des choses à améliorer, nous, en tant que soignants, d'avoir cette ouverture, parce que si beaucoup de gens hésitent à parler avec les médecins, il y a des choses que nous, on doit améliorer aussi au niveau de la façon qu'on parle avec les gens et à amener ces chemins de communication. Mais aussi, vraiment, j'encourage vraiment à tous ceux qui sont là, les parents, de ne pas hésiter, de dire, mais OK, docteur S, vous avez dit que c'est normal, que ça va aller, mais moi, qu'est-ce que ça m'inquiète? C'est ça et ça et ça et ça. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Comme ça, vous amenez vos inquiétudes. Parce que parfois, on dit, ah, mais je trouve qu'il n'est pas normal. OK, mais c'est pourquoi vous trouvez qu'il n'est pas normal? Donnez-moi l'exemple. Moi, j'ai une chose que ça peut aider aux parents, surtout quand c'est un premier enfant, c'est prendre des notes. Comme on dit, ah, moi, je trouve que c'est un peu bizarre. La maman, elle parle avec les papas, et après, parfois, demande à notre personne, qu'est-ce que vous pensez? Et vraiment écrit, parce que quand on arrive devant les médecins, bien sûr, les médecins, il y a son checklist aussi de développement. Et parfois, les parents, ils peuvent oublier qu'est-ce qu'ils voulaient dire, qu'est-ce qu'ils trouvaient que c'était différent. Et c'est pour ça qu'ils prennent des notes aussi avant les consultations pour les pédiatres, surtout ces premières années de vie, ça aide beaucoup. Mais bon, en revenant là à Belgique, dis-nous, tu étais en Belgique avec la famille? En Belgique, je parlais pas français. On était dans la partie francophone. Il a commencé tout de suite l'école parce qu'en Belgique, les enfants commencent à aller à partir de 3 ans. Donc, c'est normal, tout petit, aller à l'école. Donc, là-bas, il a commencé à avoir le contact avec le flamand, le français. À la maison, quand on avait des invités, comme je parlais pas français, donc c'était l'anglais. Donc, en troisième langue aussi, qu'il avait le contact, plus le portugais, Portugal et portugais de Brésil, qui ça change au niveau des oreilles, même si c'est la même langue, mais pour l'enfant, il y a une différence. Donc, à partir de ce moment, en Belgique, ça commençait à arriver des problèmes d'intégration avec ses camarades. Il demandait les choses en portugais. Le petit, il comprenait pas. Donc, donne-moi le jouet, je veux aussi jouer. Donc, il parlait ça en portugais. L'autre ne comprenait pas, il donnait pas, il partageait pas. Donc, il partit dans la violence. Donc, il tapait ses camarades et faisait des choses comme ça pour s'y exprimer, pour dire, mais j'ai demandé, j'étais poli, mais t'as pas à me donner, donc je te ramasse. Donc, presque toutes les semaines, on avait des petits soucis qu'il a tapé. Mais la maîtresse, elle était très compréhensive. Il parle pas, c'est sa façon d'exprimer. Comment on peut aider? Tu vas me parler les petites choses, vocabulaire, des choses que j'ai utilisées ici. Comment tu dis 6 heures pour couper le papier en portugais? Donc, je disais tesoura. Donc, elle a fait le travail d'écrire comme elle a entendu pour
aider l'enfant. On dit, dans ta langue, c'est un tisol, mais en français, on dit ciseaux. Donc, pour aider à apprendre la langue. Et à partir du moment qu'il a commencé à mettre en place ces petites astuces, ça allait mieux. Il a commencé l'école août, en décembre, il avait déjà un français niveau 1, donc il arrivait à s'exprimer. Et à partir de ce moment, on a vu le grand retard des langages, même au niveau du portugais. Le portugais ne s'évoluait pas, mais la logopédie, c'est ce moment-là, on a commencé à faire le traitement logopédique parce que le français, c'était pas juste le je, le u. Le u, c'est très difficile. Pour mettre déjà en place, pour apprendre une langue de base sans faire des fautes au niveau de diction. Donc, à la logopédie, on a commencé à remarquer qu'il avait un très manque de mots. À cet âge-là, il faut parler déjà, je ne sais pas combien de mots, donc il ne parlait pas. Là, le portugais ne s'évoluait pas. Et voilà, on a commencé à faire le traitement logopédique. Malheureusement, en Belgique, comme on était des étrangers, c'est pas la langue maternelle, donc l'État, même l'assurance, ne prend pas en charge. Donc tout ça, ça commence à être en charge des parents. C'est cher. Ouais. Après, moi, j'étais en train aussi de tomber enceinte pour le deuxième enfant. Je ne pouvais pas, j'ai fait des découvertes, que j'avais des problèmes, donc j'ai commencé à faire des traitements de fertilité. Donc, de mon côté, j'avais déjà un petit stress qui s'est déstabilisé au niveau de la maison, pas forcément très visible, mais aujourd'hui, j'ai la conscience que ça peut déstabiliser. Donc, on n'arrivait pas à s'intégrer comme il faut dans la société. Le temps, c'est toujours moche, c'est toujours gris, donc on n'était pas rose. Le petit, il avait pas mal de problèmes. À ce moment-là, mon mari, il a reçu une proposition de déménager encore une fois en Suisse. Donc, on a fait 10 mois en Belgique. On a pensé, on va dans un autre pays, on va parler le français, donc on va continuer. Tout va bien, on continue avec la logopédie, on a étudié un peu comment ça se passe avec le système, on a vu que l'école l'avait en place, une logopédie sur place. Ça, c'est bien. Parce qu'en Belgique, non, c'est moi de me déplacer à aller au cabinet. Donc, c'est une chose un peu plus structurée. Donc, j'avais cette idée. Et encore une fois, voilà, j'ai reçu encore une autre gifle. C'est quand tous les diagnostics ont commencé à arriver. Donc, ici en Belgique, en Suisse, les enfants, normalement, commencent l'école avec 4-5 ans, on peut retarder. Mais comme on a fait ce déménagement au milieu de la saison, c'était en Pâques, j'ai dit non, il a déjà l'habitude d'aller à l'école. Pourquoi il va rester à la maison encore une année pour après? Non, il continue sa vie, sa routine. C'est de la façon qu'il a le contact avec le français, il va progresser avec la langue. Et ça, c'était la cata, c'était la pire chose parce qu'on a vu qu'il n'était pas mûr au niveau de ses émotions, de tout ça, pour accompagner les autres qui avaient déjà 5 ans. Donc, il était le plus jeune, il avait 4 ans. Il a fêté son 5e anniversaire ici. Et voilà, j'ai fait la demande pour la logopédie. Ah, mais non, on n'a pas remarqué, on voit qu'il a quelque chose, mais pas pour le moment. Il faut trouver la place. Donc, tout était un peu retardé. Ils avaient le système, tout ça, mais ça manquait de professionnels pour accueillir tous les enfants qui avaient les problèmes qu'ils avaient besoin. Donc, cette année, il n'a pas reçu la logopédie. C'était de temps en temps, on a trouvé un cabinet particulier, pas avec l'école, la participation de l'école, c'était à nos charges. Et il a continué le traitement. L'année suivante, l'école a mis en place. Et à partir de traitement logopédique, on a commencé à voir que c'est un enfant qui a commencé à développer l'écriture, donc il n'arrivait pas la coordination motricité, elle n'était pas en place. Il a eu le deuxième diagnostic, la dysphasie. Je ne sais pas distinguer, il était diagnostiqué avec la dysphasie, dyslexie et la
dyspraxie. Donc, c'est la notion de son corps par rapport à lui-même. Donc, il faisait des gestes trop grands, donc il tapait ses camarades. Donc, il n'avait pas cette notion de corps au niveau d'espace. La dyslexie, c'était l'écriture. Il changeait le P, le B. Il n'arrivait pas à comprendre quand utiliser l'autre, c'est la notion temporelle. Donc, la dysphasie, c'est la difficulté de compréhension. Et puis aussi de former les phrases. Il n'arrive pas à trouver les mots pour former les phrases. C'est ça que mon fils là, il a. Et puis au début, c'était ça, les soucis. Il n'arrivait pas à trouver les mots pour les objets et puis à monter les phrases comme on fait. Donc, c'est ça qui est... Mais j'aimerais juste retourner, faire un petit accent sur une chose que tu as dit. Alors, tu n'avais pas la logopédiste à l'école. Et puis, ça, on parlait combien de temps en arrière? C'était en 2008. 2008, voilà. Parce que maintenant, oui, il y a les logopédistes à l'école. C'est vrai qu'elles sont très chargées encore. C'est compliqué d'avoir une place dans les écoles. Mais une chose que c'est bien à savoir, c'est que la logopédiste, elle est prise en charge pour l'assurance. Une fois que la pédiatre l'a prescrit, l'assurance elle est obligée de prendre en charge. Donc, c'est pas pour ça que les mamans, ils doivent laisser tomber et dire... Parce que oui, c'est des traitements que c'est très cher. Oui, j'avais dit mes charges, après de demander la comparticipation pour l'assurance. Voilà, exactement. Il faut toujours demander à la pédiatre de prescrire. Et puis après, l'assurance, elle la prend en charge. Et puis aussi, une chose que tu as parlé, qui ça m'a apporté beaucoup, c'est que j'ai vécu beaucoup ça avec mon enfant, c'est que ces enfants-là neurotypiques, ils ont une difficulté très claire de nommer les émotions. Et c'est comme s'ils ne connaissent pas les émotions. Ils ne savent pas la différence entre être triste et être content. C'est comme si c'est tout mélangé, puis pour eux, c'est tout la même chose. Et puis, ils n'arrivent pas à trouver les... Et puis, une chose qu'on faisait beaucoup avec lui, c'est que quand on était fâché, je disais, je suis fâchée, hein, je devais faire vraiment la tête de fâché pour qu'il comprenne les visages. Il devait voir. Je ne sais pas ton fils, mais le mien, il était très visuel. Et même maintenant, il est très visuel. Tu as parlé de la maîtresse en Belgique, elle était exceptionnelle. Et ici, en Suisse aussi, on trouve des profs qui sont vraiment exceptionnels. Moi, j'ai eu un cas d'une prof de l'année passée, qui, lui, il est visuel. Donc, il mélangeait toutes ses fiches, maths, géo, il mélangeait tout. Il faisait toujours voilà. Et puis, pour le faire être un tout petit peu plus organisé, elle a fait exprès pour lui dans la classe un coin où elle a mis des étagères par couleur. Et puis elle a mis géo, maths, elle a nommé tout. Et puis elle a dit, Anthony, maintenant c'est par couleur. Tes fiches vont être toujours par couleur. Je te donne maths, c'est toujours rouge. C'est une fiche rouge, toujours. Tu mets dans le tiroir rouge. Donc, des fois, on tombe quand même sur des professionnels. Et puis, on voit que de plus en plus, ça, je dois amener cet point positif pour la Suisse, parce que même s'il manque encore des professionnels, même s'il y a encore beaucoup de demandes, il y a beaucoup de demandes, il n'y a pas beaucoup de professionnels. C'est vrai que moi, je dis, et puis ça, je dis comme maman, c'est pas... je dis, on a une grosse arrivée de ces enfants au monde, mais on n'était pas préparés pour les recevoir. Et puis, ils sont débarqués là, et puis voilà, maintenant, débrouillez-vous, on doit vivre. Et puis, on est en train de prendre un peu les relais des choses. Mais on voit que de plus en plus, la Suisse, elle essaye de mettre les professionnels en place. Elle essaye de mettre les choses dans l'école. En tout cas, moi, j'ai été vraiment bien embrassée pour l'école. Au début, c'était vraiment difficile, mais après, ils sont vraiment bien embrassés. Puis, ils ont toujours essayé de mettre en place les choses de la meilleure façon pour que lui, il pouvait avancer avec les autres. Mais c'est vrai qu'à niveau des émotions, c'est vraiment compliqué. Oui, on a remarqué ça. Donc, la logopédiste dit, elle m'a donné un pack de smile. Donc, il avait le visage content, le fâché, le triste, l'amoureuse, tout ça. Et c'était un peu difficile parce que j'avais cette angoisse de tomber enceinte. Donc, les traitements hormonaux, ça change aussi un peu notre personnalité, notre caractère.
Et parfois, voilà, il faisait une bêtise, il faut agir tout de suite, dire non, je suis pas d'accord, mais je pouvais pas parler comme ça. Donc, il faut vraiment mettre le Oui, mettre visage. Je suis l'expression. fâchée et je prenais, ouais, Louise, je suis fâchée. Donc, ça n'a pas bien joué pour moi. Ça demandait un peu C'est- trop aussi. ouais. Hein. Trop, trop, parce qu'il faut chercher Louise Maille. Attends là, on va arriver là, voilà, Louise Maille, elle est là, et voilà, et c'est mon moment. Donc l'enfant, je trouve qu'il ne comprenait pas Oui, de pourquoi cette pause. oui, ouais, Ouais, oui, donc, oui, c'est ça. autre chose aussi qu'elle disait au niveau de la notion de temps qu'il n'avait pas. Donc le passé, le présent, le futur, c'était tout mélangé. Mhm. Par exemple, il disait, quand j'étais petite, j'essaierais pompier, astronaute. Mm. Non, quand j'essaierais grand. Donc, la notion de futur, présent. Donc, hier, j'ai mangé des pâtes. Non, c'était pas hier, c'était aujourd'hui à midi. Donc, j'ai commencé à faire des petites astuces, aussi avec l'aide de la logopédiste, de décorer la maison, la porte d'entrée. Donc, j'avais pour chaque saison tout décoré pour le printemps, donc des fleurs. Et il avait aussi un calendrier Montessori dans la chambre. Donc, tous les jours, on faisait quel temps il fait aujourd'hui. Donc, on mettait des nuages ou de la pluie, on changeait les saisons, des choses. Ces moments-là, il faisait encore, il n'était pas propre la nuit avec le pipi, donc il avait déjà 4-5 ans, ça n'arrivait pas, il n'avait pas le contrôle, donc on avait aussi un calendrier pour le pipi. Donc on a commencé à trop décorer la maison, c'était trop d'informations, et ça, je pense qu'une fois, je parlais avec la pédiatre, je pense que c'est trop d'informations, il n'arrive pas à comprendre, à suivre, il faut vraiment ticker plusieurs choses. À la place de m'aider, c'est une petite astuce. C'est compliqué le matin. Par exemple, il avait le calendrier de séquences de choses à faire. Donc, je me lève, je vais manger, je vais brosser mes dents, je vais m'habiller. Il fallait faire des tics. Un jour, je ne sais pas, il était en retard, il n'a pas eu de temps de faire ça. Et j'ai dit, écoute, va brosser les dents, viens manger. Et après, j'ai dit, non, non, viens manger d'abord, après tu brosses les dents. Pour lui, c'était difficile. Normalement, tu as dit d'abord brosser les dents, je n'accepte pas. Donc, c'est vraiment. Les changements, c'était difficile. Oui, c'est très difficile. Des petites choses qu'on pense que ça ne va pas influencer dans la routine, mais c'était un point, des bagarres, des stress, des petites choses. Je trouve que c'était très intéressant ton partage parce que souvent, en voulant faire du bien, faire le mieux, on peut faire trop. Et en fait, je trouve que ton partage, ça met vraiment une belle image de ça. Tu voulais faire du bien, tu as vu que ton enfant il avait certaines difficultés, et là tu as mis des affiches partout, il a les calendriers, mais à un moment donné, déjà pour toi-même, en tant que maman, tu n'arrives pas à suivre. Et aussi pour l'enfant, c'est à un moment donné, ça commence à venir trop de demandes, trop d'angoisse, parce que tout le temps, il doit là être avec toi et faire les calendriers. Et je trouve que c'est assez intéressant, qu'il y a une chose qu'on doit toujours faire attention. Nous, on parle assez souvent des activités. Les enfants, parfois les parents ils veulent faire bien aussi. Et les enfants, ils font trop d'activités parascolaires. Ça veut dire qu'ils ont l'école, mais un jour c'est le ballet, l'autre jour c'est le piano, l'autre jour. Bien sûr, on veut tous donner du bien, faire du bien, mais aussi souvent de faire des choses que parfois on n'a pas eu pendant notre enfance. Mais c'est là qu'il faut être avec des pincettes, comme tu as dit, et faire attention parce que est-ce que je suis en train de faire parce que c'est les besoins de mon enfant, est-ce que c'est mes angoisses, est-ce que c'est ma crainte, ma peur, et c'est pour ça que je fais trop. Je pense que c'est toujours bien de parfois avoir des moments, c'est toujours la vie des familles, c'est ça, avoir des reculs et dire faire une petite évaluation. Et je voulais juste partager aussi une autre chose que tu as dit à un moment donné par rapport à la logopédiste. Parce que c'est vrai que sa langue maternelle, de base, c'était le portugais. Il y avait le portugais du Brésil, le portugais du Portugal. Et une chose qu'on voit souvent en Suisse, c'est que parfois, il y a par exemple les enseignantes, les professeurs qui disent « Ah, je pense qu'il y a un retard d'apprentissage. » Mais en fait, parce que surtout quand c'est des immigrants et qu'ils viennent de changer de pays, c'est difficile d'évaluer si on n'évalue pas de la langue maternelle. Ça, je trouve que c'est une chose assez intéressante parce que souvent, il y a des mamans qui viennent assez tristes, disent « Ah, doctoresse, mais là, la prof, elle pense qu'il y a un retard. » Mais si on n'évalue pas, tant qu'on n'a pas évalué l'enfant dans sa langue maternelle, nous ne sommes pas sûrs.
Et ça, nous, surtout les mamans qui sont étrangères, il faut toujours avoir cette clarté qu'il faut aussi demander à l'équipe qui est en train de faire qu'il y ait quelqu'un qui puisse faire l'évaluation dans sa langue maternelle, sinon on n'aura pas la clarté, on n'a pas une évaluation quand même et avec tous les données qu'il faut. Oui, c'est très intéressant ça que tu dis. Je me rappelle, cette logopédiste, elle a parlé de ça. Elle a dit, on ne peut pas évaluer ces moments-là. C'est dans une période de temps. Parce que les langues, il a une langue, peut-être la maternelle ou pas, il a une langue qui évolue. Après, la deuxième, elle arrive au même niveau. Après, ça évolue. Donc, c'est un processus plus long, mais il faut compter qu'il évolue ou pas. C'est ça. Après, tu parlais aussi de trop d'activités, mais c'est des activités drôles. Pour moi, c'était différent. Ces moments-là, quand tous les thérapeutes sont arrivés, j'avais déjà le petit, le bébé, donc il faut toujours amener le petit. Il faisait pas la sieste, il faisait pas ses horaires comme un bébé parce qu'il faut toujours suivre son frère pour les thérapies. Donc, ça commençait avec la logopédie, donc il était diagnostiqué avec la dyslexie, après la dysphasie, après la dyspraxie. Après, il faut faire le traitement ergothérapeute, il faut faire un groupe avec la psychomotricité. Je sais que 5 jours de la semaine, 5 jours, c'était des professionnels, des thérapeutes. Ils disaient, je voulais faire du foot. Il ne pouvait pas. Donc, à ces moments-là, il avait déjà le début, il avait presque 7 ans, 8 ans. C'est quand il a commencé, il était diagnostiqué avec le déficit d'attention, le trouble de déficit d'attention sans hyperactivité. Mais pour l'école, pour développer, pour être plus concentré, on a commencé à faire le traitement avec la médication, la Ritaline, c'était la première. Moi, j'étais pas d'accord quand j'ai vu les effets secondaires. Les effets secondaires, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on est en train de donner au petit? Il a beaucoup plus d'effets secondaires que de bien choses qui vont arriver. Mais même comme ça, j'ai appris après parce que j'étais un peu coincée au niveau d'école et des pédiatres à donner. À un certain moment, la pédiatre dit, écoute maman, si vous n'êtes pas d'accord avec le traitement, je peux aller plus loin. D'aller à la police, que la maman est en train de pas donner le soin nécessaire pour son enfant. À ces points-là. Donc, j'ai dit, OK, j'étais coincée à accepter. Après, j'ai eu aussi les conseils de l'école. Non, ça, c'est une très belle chose qui va arriver maintenant. Il va réussir, il va avoir ses capacités d'apprentissage. Parce que, de base, il est intelligent. Mais il se distrait, il est trop distrait, donc c'est pour ça la concentration. À ces moments-là, ça a commencé à exploser le numéro de cas d'enfants avec des troubles de déficit d'attention, qui prenaient la médication, la Ritaline. Et dans le coin là, à l'école, les mamans commencent à parler, et on commence à remarquer, il y a trop d'enfants qui tout d'un coup, ça commence à... Bon, après aussi, alors, et ça c'est une chose qui maintenant surtout les pédiatres autour du monde, en Suisse je n'ai pas trop entendu parler de ça, mais autour du monde, ils tirent l'attention pour ça, c'est que maintenant c'est trop facile de dire à un enfant, tu as les troubles de l'attention, tu as l'hyperactivité, c'est très facile de dire à un enfant qu'il est trop agité, hop, c'est hyperactif. Alors, et puis, mais on doit investiguer aussi la vie de cet enfant. Parce que des fois, tout ça, c'est lié à l'alimentation. On sait qu'un enfant qui consomme trop de sucre pendant la journée, et puis il est hyperactif. Nous, on reste un peu hyperactif quand on consomme trop de sucre. Alors, c'est comment son alimentation? Alors, elle est bien basée sur des légumes, des fruits, des choses plus saines, ou elle est plutôt sur des choses plus... sucré ou léger, avec beaucoup d'huile, parce qu'il y a plein de choses qui ça joue dans le développement des enfants. Alors c'est un enfant qui sort beaucoup ou il est toujours devant les écrans. Donc il y a toute une investigation et toi comme pédiatre tu peux expliquer mieux que moi pour qu'on arrive à donner un diagnostic. Mais c'est qu'est-ce qu'on a parlé au début, c'est trop facile de mettre des étiquettes à les enfants, c'est plus simple. C'est beaucoup plus simple de mettre des étiquettes. Et c'est là que notre rôle comme maman, elle est très important.
Parce que nous, on est avec ces enfants tous les jours. Nous, on est en train de regarder qu'est-ce que ces enfants ils font. Mon enfant, alors, comment je dirais au début, il a les TDAH, la hyperactivité et la dysphasie. C'est les 3 choses qu'on avait détectées. Le diagnostic, il était fermé comme ça. Et puis, il y a une façon aussi, comment on dit, QI. non, mais c'est pas ça, c'est en français. Alors, Coefficient oui, d'intelligence. voilà, il est un peu plus que les autres enfants. HP. Et ça, c'est pas bien. Ah, qu'il est HP, qu'il est HP. haut potentiel, tu veux dire. Voilà, exactement. Mais ça, c'est pas une chose que quand on dit, voilà, il est plus intelligent. Non, c'est pas une chose que c'est bien. Pour des fois, c'est même pas intéressant d'avoir un enfant. En fait, parfois, c'est difficile à gérer. Exactement, parce que c'est très difficile de gérer ça. Et notre rôle comme maman, c'est de dire non, mais mon enfant, je suis avec lui, mais alors que je voulais retourner, alors il y a ça, c'est le diagnostic à lui. Mais la première personne qui a, moi j'ai remarqué que lui, il avait des soucis de laisser les gens s'approcher de lui quand il était petit. Ça, c'était la chose qui me touchait plus. Mais pour moi, c'était plutôt un problème des yeux. Et vraiment, il avait un problème des yeux qui ça a donné aussi des symptômes qui sont très... que ça ressemble énormément à l'autisme. Mais la pédiatre, elle a levé vers la question de l'autisme. Elle a dit, ton enfant, il a l'autisme. On va commencer à les médiquer. Et puis moi, tout de suite, j'ai refusé. Je dis non, je vais vous faire tous les tests d'abord. On fait d'abord un diagnostic, on fait une investigation, et puis après, si c'est nécessaire, oui. Mais c'est pas que quelqu'un, une personne, c'est comment je dire, une personne qui voit mon enfant une fois par année pendant 30 minutes, et puis elle a donné un diagnostic comme ça, juste parce qu'il voulait pas le laisser elle a été venue pour l'examiner, puis il l'a pas laissé. Mais lui, il ne voyait pas bien. Et lui, comment il a la hypermétrose et puis l'astigmatisme, il voit notre cerveau. C'est moi, j'ai dit, je dois regarder Sarah. L'image principale, c'est Sarah. Donc, mon cerveau, il va voir Sarah, il voit qu'est-ce qu'il y a autour, mais l'image principale qu'il est en train de regarder, c'est Sarah. Là, les enfants et les gens qui ont l'astigmatisme et la hypermétrose, ils ne voient pas l'image principale. Ils voient tout ce que c'est autour, mais l'image principale, c'est tout flou. Donc, ils ne voyaient pas. Tu imagines que quand j'ai mis les lunettes à mon enfant la première fois, il me regarde et il dit oh, « Maman, comment tu es belle !» Il ne voyait rien du tout. Il ne voyait rien. Il reconnaissait les gens pour la voix, pour l'odeur, mais il ne voyait pas. Donc, ça change tout au niveau d'apprentissage. Exactement, et ça changeait tout par rapport à l'interaction avec les gens. Donc, nous, comme maman, on a un rôle très, très, très important là-dedans de ne pas dire oui pour tout, surtout quand on est étranger. Parce que quand on est étranger, on a un peu peur. Et on a peur d'aller investiguer, d'amener les choses sur les gens. Non, je ne peux pas prendre un médicament parce qu'il y a ça, ça et ça. Ou je peux avoir des autres options. Alors, c'est pas parce que quelqu'un il va me coincer que oui, je peux que je dois les faire parce qu'ils vont essayer. On est dans un pays où on est immigrant. Ils vont essayer. Mais on ne doit pas oublier qu'on a nos droits et puis on doit faire les choses les mieux pour nos enfants, mais les mieux pour nous aussi. Moi, je voulais juste expliquer un peu comme tu as dit par rapport aux deux grands vilains qu'on a aujourd'hui, que c'est les sucres et les écrans. Et avant de dire ça, je voulais juste clarifier que bien sûr, il y a des moments, moi j'aime bien cette idée des médicaments, c'est un trampoline. Parfois, il y aura des moments qu'il a besoin et il y a une aide. Et là, mais ça ne va pas dire qu'il y aura les médicaments pour toujours. Mais déjà, la première question, moi je dis ça parce qu'il y a des gens qui refusent 100%, mais il y a certains cas qu'il a l'indication et que ça peut donner un coup de main dans certains cas. Mais la question qui s'impose est est-ce qu'il y a vraiment l'indication? Que c'est la question que tu as posée. Ok, il y a certains cas qu'il a besoin, mais est-ce que mon enfant, est-ce que son cas, ou comme tu as dit, est-ce que mon enfant, c'est le cas qu'il a vraiment besoin? Et en fait, il y a un très beau étude qui a été fait aux États-Unis, qu'en fait, la cantine, elle a enlevé les sucres, tout ce qui c'était trop sucré,
pendant la récré et pendant la collation de l'après-midi. Et en fait, les enfants, ils étaient plus attentifs, ils étaient plus calmes parce qu'on sait actuellement que les sucres, vraiment, c'est un hyper stimulant au niveau ça donne cette sensation de hyperactivité, mais en fait, c'est juste qu'ils sont hyper stimulés au niveau des métabolismes. Ça, c'est une chose, et ça, il faut vraiment qu'on fasse attention en tant que parents, parce que souvent, l'enfant qui est en train de bouger prend un bonbon, là, ça va te calmer, ça calme sur le moment, mais après, ça va rebondir, ça va revenir. Et l'autre chose, c'est les écrans. Pourquoi les écrans? Parce que maintenant, ils sont tellement développés, les dessins animés pour les enfants, qu'ils changent chaque seconde. En fait, ils tiennent vraiment l'attention. Pendant que l'enfant est en train de regarder ces modes zombies, je ne bouge pas. Mais quand tu es dans la télé, il va sur la vue normale, elle est ennuyante. La vue, elle est ennuyante. C'est trop lente, la vie. Parce que sur les dessins, il est en train de bouger tout le temps. Et en fait, moi, je n'ai pas la patience. L'enfant qui est en train de regarder, il dit, mais moi, je n'ai pas la patience avec la vie, elle est trop lente. Et je vois parfois les enfants qui disent, oh, mais c'est trop long. Parce que s'il n'y a pas la vitesse, je m'ennuie. Parce que ce n'est pas la vitesse du dessin. Et là, nous, en tant que parents, il faut vraiment qu'on fasse attention. Parce qu'après, c'est un enfant qui arrive pas à avoir des moments calmes parce qu'il est hyper stimulé. Son cerveau il est en train d'avoir des choses qu'il n'arrive même pas à digérer. Et ça peut avoir cette faux diagnostic d'hyperactivité, mais c'est juste un enfant hyper stimulé, soit pour les écrans, soit pour les sucres. Ça, je pense que nous, en tant que maman, il faut vraiment qu'on fasse attention. L'alimentation, c'est vrai qu'on ne faisait pas trop d'attention, mais au niveau de jouer dehors, les heures de temps d'écran, tout ça, on savait que c'était pas le conseiller. Donc, je peux dire qu'il a une barrière. Sarah, avant les informations, jusqu'arrive le médicament. Et à partir de ce moment, je dis, je suis pas d'accord avec le médicament. Qu'est-ce que je peux faire pour changer, pour enlever ces médicaments? Mais je dis ça, mais il avait une période de 3 ans, 4 ans qu'il a pris quand même la Ritaline, le Concerta et parfois les deux. Et après les informations, voilà, tout a changé. C'est là que j'aimerais arriver, Sarah. C'est que, alors, toi, tu as fait à l'époque, je me rappelle que quand je t'ai connue, tu as été un designer. Personal organizer. Exactement. Et moi, je me rappelle que tu as raconté que ça, c'est une chose qui t'a aidé énormément avec la routine de ton fils et puis de changer tout l'environnement pour qu'il puisse rester sans les médicaments, laisser les médicaments et trouver une routine, une façon de vivre où il pouvait s'adapter, puis aller à l'école normalement, et puis avoir une vie un peu plus adaptée à ce que lui il avait, et puis aussi adaptée à la vie extérieure. Alors, qu'est-ce qui t'a fait? Comment ça se passait là, ce moment-là, cette adaptation? Le déclencheur, c'était justement l'insatisfaction de prendre le médicament. Au niveau d'école, ça allait mieux, l'apprentissage, il a réussi à passer d'années. Mais au niveau personnel, il disait, maman, je ne me sens pas bien, je me sens robotisée. Et parfois, quand j'ai sous l'effet de médicaments, je tombe des voix dans ma tête qui me disent des choses. Et j'ai commencé à me rappeler des choses que j'ai lues dans les effets secondaires. Est-ce qu'il commence à arriver dans un cas de schizophrénie? Donc, on commence à paniquer. Je dis non, je ne vais pas parler avec le médecin. Je vais faire mes recherches. Et j'ai commencé à acheter des bouquins, de regarder un peu tout ce qu'il avait dans Internet. Donc, le changement a commencé à partir de moi. Donc, j'ai dit, OK, je ne suis pas d'accord. On va trouver tous les outils, les professionnels pour enlever cette médication et arriver aussi à avoir une structure à la maison, des autres outils qui peuvent aider. Parce que les choses qu'on est en train de faire, ça ne marche pas. Donc, à partir de ces moments, Dieu, il est vraiment merveilleux. Donc, il a mis dans ma vie des très, très bonnes professionnels. Ma voisine, elle est irlandaise. Et elle a travaillé en Irlande avec la psychologie, mais une psychologie qui était en train de se développer. C'est une étude, un questionnaire, une interaction avec l'enfant, qu'elle trouve des couleurs. Ça, c'est personnel, c'est pas universel, les couleurs. Des couleurs qui va te faire te stimuler le cerveau pour certaines choses.
pour avoir la concentration ou bien pour être un peu plus active. Donc, elle a fait toutes ses études pendant 2-3 jours. Elle est arrivée à faire ça, elle me fait le bilan. Elle a dit, écoute, essaye de changer ses habits, les couleurs. Il faut investir dans le bleu, dans le rouge, dans le gris. Mais elle a fait, juste que je comprends bien, elle a fait un questionnaire ciblé pour lui à partir de qu'est-ce qu'il a répondu, c'est ça? Exactement, c'est des petites cartes, un petit jouet qui fait là-bas, qui fait avec les enfants. C'est une méthodologie qui, à l'époque, vient d'arriver en Irlande, qu'elle a travaillé déjà, elle a commencé à travailler avec ses patients et qu'elle a vu beaucoup de résultats. Elle a dit, écoute, on peut essayer. Donc, on a commencé à faire ça. Donc, le premier changement, c'était ça. Le deuxième changement, c'était justement alimentaire. J'ai trouvé un professionnel qui a fait des tests alimentaires. Donc, on a tout changé. Même la banane, c'est un fruit, mais au niveau sanguin, c'est pas compatible avec mon fils, donc il fallait arrêter. Et je commençais à faire maison, beaucoup plus de choses. La pâte, les pains, le beurre, beaucoup de sauces tomates. J'ai coupé complètement les corants, les additifs, les choses comme ça. Les ultra-processés surtout. Et gentiment, il a commencé à progresser et que le médicament, c'était trop. Donc, j'ai convaincu la pédiatre à commencer à baisser la dosage jusqu'à arrêter parce que mon fils, il ne voulait non plus. Il avait 12-13 ans. Et aussi, l'autre changement, c'était le canton. Tout au début, on était sous le canton de Vaud. On a changé pour le canton du Fribourg, qui avait des autres structures que ça a bien mis en place. Je trouve que c'était beaucoup plus efficace, personnellement. Donc, tout au niveau d'organisation à la maison, mais c'était des choses à essayer. On va enlever ça, on va mettre ça à la place. Et c'était un jeu de recherche et on a arrivé qu'il a besoin d'un cadre, il a besoin d'une structure, moins comme on dit, de stimulation visuelle. Donc, tous ces panneaux de choses Montessori, on a enlevé. Et voilà, de petites choses, on a commencé à mettre en place et avoir des horaires, des structures. Donc, de petit à petit, j'ai commencé à changer aussi mes habitudes, de comment ranger la maison, d'avoir des structures, des choses. Pour lui, c'était plus, comment je veux dire, facile d'avoir des paniers avec des choses séparées. Les jouets, par exemple, les Lego, c'est tout dans ces paniers. Donc, on pense, maintenant que je parle, on peut dire, mais c'est normal de garder les choses. Mais pour une personne neurotypique, c'est pas normal. C'est un grand changement de vie. Donc, à partir de ces moments de commencer à organiser, j'ai eu la passion de l'organisation. Et le déclencheur de devenir ça en profession, c'était pendant la pandémie. Ok. Mais là, juste que pour juste que ce soit clair, en fait, en gros, tu dis que si là, il y avait les jouets qui étaient mélangés, par exemple, tu voyais que ça il était plus agité, c'est ça? Oui, parce qu'il pas agité, parce qu'il n'a jamais eu de problème d'hyperactivité. Mais c'est la concentration. Il était motivé pour faire le Lego, mais s'il trouvait le Beyblade qui s'appelle, je sais pas, la toupie, voilà, il perdait du temps à chercher des pièces pour faire la toupie. Mais il voulait jouer avec les Lego, donc c'était des petites choses qui font changer le chemin. Et j'ai remarqué, s'il fait ça avec le jouet, est-ce qu'à l'école, il a trop de distractions, donc il faut aussi avoir un cadre à l'école, donc à l'aide des professionnels, la maîtresse, qui était vraiment à l'écoute à cette époque-là. Donc, on a tout mis en place, un système, comme il avait tous les diagnostics aussi. Donc, les évaluations, ils ont changé aussi. Il avait plus de temps à faire parce qu'il avait un problème de compréhension. Il était beaucoup plus stimulé aussi parce qu'il disait « Waouh, ça marche !» Donc, il était fier de lui-même. Oui. Parce qu'avant, il était toujours un peu en dépression de « Je n'arrive pas, je n'arrive pas ». Et un jour, il n'était pas présent, mais on a eu un rendez-vous, on était encore sous le canton de Vaud, que la maîtresse disait, écoute maman, ça c'est un cas perdu. S'il arrive à finir l'école, ok, mais s'il va plus loin, c'est traiter de cheval.
Donc, c'est pas ça qu'on a envie de futur, de profession de notre enfant. Tout le monde peut pas être docteur, médecin, mais c'est un peu démoralisant pour une maman d'écouter ça. Donc, toutes ces informations, toutes ces choses, ça me fait bouger et aller chercher les informations et le changement de vie. Mais c'est ça, c'est pas prendre ça comme une sentence de vie pour notre enfant. Parce qu'il faut se rappeler que dans les écoles, dans les cabinets pédiatres, dans les hôpitaux, on est tous des êtres humains. Et puis nous, malheureusement, c'est comme ça que ça marche. Si moi, je suis pas vide des choses qui me blessent, quand je prends quelqu'un en charge, par exemple dans ces cas, la maîtresse, moi, c'est comme si j'ai vomi sur les parents et cet enfant toutes mes frustrations. Donc, c'est une façon de dire à l'autre, voilà, quelque chose que j'ai écouté, quelque chose que j'avais peur de le faire, ou quelque chose qui est en train de se passer dans ma maison, parce que des fois, peut-être, cette même personne qui parle de ça, elle est quelqu'un dans la maison qui sait qu'elle est en train d'aller dans ce chemin. Donc, c'est comme un miroir. C'est comme si j'ai dit, ouf, elle aussi. Alors, donc, ton fils aussi, il va traiter de cheval. Donc, ça, c'est une chose que je sais que c'est très compliqué. Puis pour moi, c'était très compliqué aussi d'avoir cette regard de la personne. Elle n'est pas en train de parler de moi, de mon fils, mais elle est en train de parler d'elle-même. Mais ça, c'est un travail que je trouve que les parents ils devaient faire avec eux-mêmes. C'est s'évider de tout ce qui nous blesse, parce que comme ça, on arrive à regarder l'autre juste comme un être humain. Et puis quand un pédiatre, c'est comment je dis, alors la première pédiatre de mon fils, elle a dit dire, les premiers diagnostics qu'elle a donné, elle a dit, il a l'autisme, on commence les médicaments. Et puis si je n'avais pas refusé, j'avais détruit la vie de mon fils. Mais là, c'est avoir la force de contrarier les pédiatres qui, entre guillemets, pardon. Pardon, Amanda. Mais c'est vraiment, c'est avoir le courage de confronter quelqu'un qui, entre guillemets, c'est une autorité devant nous. Et puis, mais il a une autorité, mais il est pas en train de vivre notre vie. Donc, on doit avoir cette force de lui dire non, je suis pas d'accord, je veux chercher des autres choses. Comment toi, je veux pas les médicaments, je veux chercher des autres choses. Mon fils aussi, il prend les médicaments maintenant, mais il y a eu une époque, il voulait pas les prendre. Ok, alors tu veux pas, alors on va chercher une autre option. Après, il a essayé des autres choses, il a vu que ça va pas, alors on va retourner sur les médicaments, retourne sur les médicaments. C'est pas une chose qu'il va prendre pour la vie, parce que lui, c'est très spécial, il prend juste pendant les horaires d'école, après le week-end, les vacances, il prend pas du tout. Donc, c'est quelque chose vraiment dosé pour lui. Et puis, voilà, donc il faut que nous aussi, on trouve les chemins pour mettre les choses en place pour nos enfants et pour nous. Parce que, comme on t'a dit, alors même moi, j'ai été obligée de changer. C'est là que j'ai commencé à me découvrir aussi. Il y a un changement de ça. Et nous, on dit beaucoup ici que les enfants, c'est le résultat des parents. Donc, peut-être non, je suis sûre, puis je dois te dire ça. C'est pas l'enfant qui a changé, c'est la maman qui a changé. Et puis l'enfant, il a juste les résultats. Donc, quand moi, je change les regards, l'enfant, il va changer automatiquement. Donc, c'est pas que, alors, nous, maintenant, mon enfant, il est hyperactif, c'est ma faute, quelle horrible maman je suis. Non, c'est pas ça. C'est pas une question de faute. C'est pas une question de faire faux, de faire correct. Non. La question, c'est poser la question, qu'est-ce que cet enfant, il est en train de me communiquer? Qu'est-ce que j'ai pu changer pour que lui se sente bien et moi aussi? Mais quand on se pose ces questions, qu'est-ce que je peux changer pour que cet enfant il se sente bien? Et puis ça va me faciliter la vie aussi. Malheureusement, on va toujours tomber sur moi, je dois changer. Et puis après, l'enfant, il va me suivre.
Oui, la grande différence aussi que je vois, c'est qu'au niveau de la confiance qu'il avait aussi dans les parents, qu'on était toujours à l'écoute et de faire le mieux pour lui. Donc, on était toujours là pour le soutenir. Donc, il était fier de lui. On n'a jamais dit, t'es pas capable, c'est comme ça. Donc, non, il avait cette confiance. Je vais arriver. Et quand il avait l'âge propice à des cas ou ses connaissances, on a parlé, écoute mon fils, tu vas arriver, mais peut-être le chemin il sera un peu plus long ou tu vas prendre beaucoup plus de temps, mais tu n'as pas une étiquette sur le front là qui dit que tu n'es pas capable. Tu es capable, mais il faut faire des efforts. Et le chemin, c'est différent. Tu as besoin de plus de temps et une stratégie différente pour étudier. C'est pas que tu as écouté les choses à l'école et que tu as appris. Non, il faut avoir beaucoup de travail derrière à l'école, par exemple. Il y a même un podcast que j'aime bien, un TED Talk que j'aime bien, qui s'appelle Not Yet, que j'ai même mis ça sur mon livre, Enfant libre, qui sera bientôt disponible. Qu'elle dit, c'est Carol Dweck, je pense, elle dit beaucoup les not yet, c'est comme les pas encore. Mon fils, tu n'as pas encore arrivé où tu veux arriver, mais tu vas l'arriver. Ça, je trouve que c'est intéressant pour les parents parce que parfois, on a l'attente, on va comparer avec les autres. Ah, mais mon fils, il n'a pas à l'autre d'autre, il n'a pas le même niveau. Mais non, mais il est dans le chemin. Et chaque fois qu'on montre cette idée mentale de oui, tu es dans le chemin, ça met déjà la légèreté. Il se dit oui, mais je vais réussir, je vais arriver. Ça peut prendre plus de temps que les autres, c'est pas grave. Même pour nous, les parents, parfois, on fait la comparaison avec les enfants des voisinages. Notre enfant, ils ne suivent pas le même chemin, n'est pas facile, ou même avec le deuxième enfant. Il ne faut pas faire des comparaisons. Il faut accepter. C'est différent et s'adapter aussi. Et j'aimerais juste expliquer aussi pour notre audience que par rapport que vous avez amené cette question de parfois confronter les pédiatres. Moi, en tant que pédiatre, je ne vois pas ça en confrontation. Moi, je vois vraiment comme une action active. Et j'ai dit toujours, les parents, vous devrez être actifs. C'est votre enfant. Nous, on veut peu, on veut en courte durée. C'est vous qui vivez avec vos enfants. Et là, il faut être actif. Il faut pas dans le sens de se battre, dans le sens ah, j'ai vu ça, j'ai lu sur Google. Non. Moi, j'ai eu des réflexions. Quand je vois dans ce niveau-là, par exemple, moi, ça m'inquiète au niveau des prises de médicaments, j'aimerais essayer des thérapies alternatives, j'aimerais essayer une autre façon de traitement. Est-ce que vous avez des propositions à faire par rapport à ça, doctoresse? Si la pédiatre dit non, moi j'ai fait mes études à côté, j'ai me renseigné à côté et moi j'aimerais essayer ça et ça et ça. Vous en pensez quoi? C'est un dialogue. On dit chaque fois la chose plus moderne qu'on a en médecine actuellement, c'est la médecine personnalisée. Ça veut dire qu'on amène l'enfant dans son paquet, dans son entourage, avec ses besoins uniques que chaque enfant a. Et là, on va étudier une chose qui est ciblée pour lui, avec ses attentes, lui, avec les attentes du parent. Mais si les parents n'amènent pas leurs angoisses, les inquiétudes, on n'arrive pas à faire ce traitement personnalisé. Et c'est pour ça que je dis, soyez, tous que vous êtes en train de nous écouter, soyez actifs. Il faut partager, il faut avoir ce courage de partager. C'est comme ça qu'on peut avancer. Et même pour nous, moi en tant que pédiatre, j'adore ce genre de discussions parce que c'est ça aussi qui fait ah mais j'ai jamais pensé de cette façon. Pour moi c'était tellement, parfois pour nous c'est évident, ça c'est évident qu'on va faire ce traitement, mais parfois pour les parents c'est pas évident. Parfois il faut aussi poser des questions, pourquoi c'est pas évident pour lui, c'est quelles les attentes qu'il amène, et c'est là qu'on fait des mouvements. En fait c'est ça mon point de vue en tout cas. Quand tous les moyens collaborent de sa façon, alors les choses. Et c'est les enfants qui gagnent. Hein. C'est quand tous les enfants collaborent, c'est les enfants qui vont gagner. Hein. Mais oui, c'est toujours ça. Bon, Sarah, cet enfant, il est grandir. C'était une période très un défi, très challenge, mais cet enfant, il est grandir. Ton fils, maintenant, il est grand. Alors, comment il est maintenant? Quel âge il a maintenant? Alors, comme j'avais dit, nous sommes arrivés ici en Suisse. Il a fêté son 5e anniversaire. Donc, aujourd'hui, il a 21 ans. Donc, il va faire 22 au mois d'août. Il a fini l'école, il a réussi. Le chemin était un peu plus long. Donc, mais aujourd'hui, il est dans la haute école de santé à Lausanne. Il a fait le cours de technicien en radiologie.
Bravo, quelle, bravo. quelle merveille. Je suis très fière de lui. Ah oui, j'imagine. Et c'est comme ça la vie. Des fois, les chemins, ils sont un peu plus... Et c'est Tortueux, 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 il y a des hauts, il y a des bas, et puis, mais on doit embrasser nos enfants, comprendre leurs difficultés, aussi comprendre qu'on doit les laisser se frustrer de temps en temps, parce que c'est pas parce qu'on a des enfants neurotypiques qu'on doit tout simplement les mettre dans un truc fermé, puis les garder comme une pièce précieuse. Oui, ils sont précieux pour nous, mais au bout d'un moment, ils vont être dehors, ils vont aller pour la vie, et puis ils doivent apprendre à vivre à l'extérieur avec ses limitations, ses besoins ou ses pouvoirs, mais apprendre à mettre tout ça d'une façon que ça va les aider à avoir une bonne vie dehors et puis faire ses formations, après travailler, avoir ses familles, parce que c'est comme ça. Et on aimerait te remercier énormément, Sarah. Et ça fait un an, et presque un an et demi que tu es avec nous. Et c'est vraiment quelque chose de... Toi, tu nous apportes énormément de choses, énormément des apprentissages. Quand tu es là derrière, à nous... Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Ça nous touche aussi que tu sois avec nous. Merci beaucoup. Des fleurs pour une fleur qui nous... Merci. Voilà, petite, toi que tu nous amènes toujours des cadeaux. Voilà, on aimerait, c'est une façon de te dire merci. Et puis surtout pour croire à ce que nous on a fait. J'ai dit, dans le dernier épisode du mois de décembre, j'ai dit, moi et Amanda, on a cru à nous, mais après, vous avez arrivé, vous avez nous embrassé. Il y a Vanessa aussi qui est là derrière. Et puis qu'un jour, on va les mettre ici devant aussi, parce qu'il y a de belles histoires à raconter. Je suis vivante. Et puis, j'aimerais vous inviter pour un événement. Vous avez toujours participé comme des sponsors, et ça, c'est direction aussi à Vanessa. Vous êtes toujours comme des sponsors à nous aider à ramener le mieux pour les gens. Et maintenant, j'aimerais vraiment vous voir là-dedans, à profiter de tous les contenus qu'on est en train de donner. Moi et Amanda, on va faire un workshop au mois de février, que c'est les 5 langages de l'amour, mais cette fois, ça va être un tout petit peu différent parce qu'il est en train de gagner tout d'un coup. Il a gagné une nouvelle vie, une nouvelle direction. Donc, ça sera les 5 langages de l'amour. Après, qu'est-ce qui vient? Oui, on va être encore basé sur les 5 langages, mais il y a quelque chose là qui est en train de se structurer, c'est très joli. Et puis, moi, j'ai le cœur rempli. Et puis, j'aimerais vraiment vous voir tous les deux avec nous à ce jour-là pour commencer cette nouvelle chemin. 2026, un nouveau année, de nouveaux projets. Et c'est comme j'avais dit, ça fait déjà 1 année et demie qu'on est là. Et on continue toujours parce qu'on est derrière les caméras, on voit tout ce qui se passe derrière, la richesse du contenu, les invités qui vous apportent chaque épisode. Donc, on fait confiance parce qu'on voit la dédication. Et comme ça peut changer les vies aussi des gens qui sont là pour vous écouter. Merci beaucoup de ce partenariat et pour la disposition de ma fille aussi. C'était vraiment très sympa. Merci beaucoup. Ouais. Franchement, pour nous, c'est très riche. Je voulais juste finir pour dire que en tant que maman qui n'a pas un enfant neurotypique, on ne sait pas pour le moment, mais qu'est-ce que j'apporte de bien, que j'apporte beaucoup pour moi aujourd'hui, c'est que vous deux, quand vous partagez vos histoires, aucun moment on a entendu « Oh mon pauvre », aucun moment. Vous avez vu que vos enfants, chacun de vous, il a eu une demande et vous avez chaque moment à dire « Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que moi, en tant que maman, je peux faire? Comme je peux aider, comment je peux être même inspiration à mon enfant. » Et moi, j'ai appris beaucoup ça aujourd'hui. Merci pour le partage, vraiment. C'est notre rôle de préparer ce petit pour la vie. Oui. Mais oui, on les prépare et puis après, on les laisse y aller et puis on espère qu'ils suivent les bons chemins. Et voilà, le podcast, c'est ça.
On est là pour vous donner la voix, de parler, de raconter vos histoires, de voir que vous n'êtes pas différents de nous. Nous, on a le même souci, le même problème que vous à la maison. Et on se retrouve tous les derniers vendredis du mois, ici, pour un nouveau épisode. Oui, abonnez-vous, inscrevez-vous aussi. Hein? Exactement. Au À bientôt. revoir.